Bonjour, bienvenue à ce webinaire où nous allons vous parler de bien-être numérique et de l'utilisation de visiophone assisté pour faire du lien social et de l'animation en établissements médico-sociaux, mais aussi au domicile pour les personnes âgées, mais éventuellement aussi les personnes handicapées. Je suis Bruno Bouteau de l'ARS, chargé de mission système d'information e-santé. Et à mes côtés interviendra également Monsieur Deverchin, Jean-Christophe, qui travaille pour le réseau APA. Jean-Christophe? Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Jean-Christophe Deverchin. Donc, je travaille pour le réseau APA. Je travaille dans le département innovation et transformation digitale. Et dans le cadre du projet UNA, j'ai participé au lab, notamment sur les usages à domicile des différents assistants et sur les labs infirmiers. Je vais vous faire un petit peu un retour de ce qui a été fait déjà. Voilà. Merci Jean-Christophe. Donc, je projette en plein écran la présentation que vous devriez voir s'afficher. C'est bon pour vous? C'est bien affiché? Oui. Oui, c'est bien affiché. Très bien. Donc, pour vous resituer un petit peu la genèse de tout ça, l'année dernière, donc on avait mis en place, donc on, c'est l'ARS, un appel à manifestation d'intérêt sur les sujets du bien-être du numérique pour les aînés, pour les seniors, et l'appel à manifestation d'intérêt, attendez, je vais devoir accueillir une personne nouvelle. Voilà. L'appel à manifestation d'intérêt, donc, s'appelle projet UNA, qui veut dire Observatoire des usages du numérique pour les aînés et par les aînés. C'est-à-dire que c'est eux qui s'en servent, en fait. Hein. J'ai encore des personnes qui arrivent. Voilà, M. Collet. Donc, de nombreuses structures se sont intéressées au projet et ont rejoint, entre guillemets, la communauté. Titre d'exemple, les communautés de communes des pays de Saverne, Plaines et Plateaux. Donc, évidemment, il y avait l'ARS qui participait, les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, donc la CEA cette année, de la Meuse, des communautés de communes, la communauté de communes de Beach, les territoires de santé de demain. Donc, vous savez peut-être, c'est un appel à projet. Attends, je vais être obligé d'accueillir à nouveau une personne. Voilà. Et donc, TSD sur Strasbourg, l'Eurométropole, et Imeuse Santé sur la Meuse, mais aussi la Meurthe-et-Moselle et la Haute-Marne, de mémoire. L'ABRAPA, le réseau APA. Donc, Jean-Christophe fait partie du réseau APA. La Fondation Vincent de Paul. Le groupe SOS Senior, le HS Lorraine. Le CDRS, qui est un centre... comment dire, un organisme gestionnaire qui est situé à Colmar, mais qui est également un SSR, spécialisé donc en gériatrie, des EHPAD d'Alsace, de Meuse, de Moselle, etc., des organisations territoriales coordonnées. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitué à ce vocabulaire, mais c'est ce qu'on appelle les CPTS, les maisons de santé pluriprofessionnelles, les centres de santé, etc., et puis aussi des professionnels de santé de l'hôpital, plutôt spécialisé sur les pathologies neurodégénératives, des associations de patients et de familles, des Living Labs. Alors, les Living Labs, il y en a deux, un qui est situé à Troyes, qui dépend de l'Université de technologie de Troyes, et un autre qui est situé à Nancy, qui s'appelle Innov-Autonomie, et qui est très lié à l'Institut Mines Télécom et l'Université de Nancy. Au total, donc,
suite à cet appel à manifestation d'intérêt, il y a eu cet appel à projet Flash Télésanté, toujours dans le cadre de la crise Covid, auquel vous avez candidaté, vous avez été, retenu, financé. Normalement, vous avez une convention qui vous a été envoyée par Pulsi, que vous avez dû signer. Et si tout s'est bien passé, vous devriez recevoir les financements dans les jours qui viennent. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà les financements. Voilà pour vous resituer le contexte général. Ah, je vais encore accueillir quelqu'un. Ah, c'est Sylvie. Problème d'accès. Je vais avancer. Voilà. Donc aujourd'hui, dans ce webinaire, on va se concentrer donc sur les outils qui permettent de faciliter le lien social et l'appropriation du numérique par les aînés. Et donc la photo qui est là illustre ce que c'est ce qu'on a appelé un visiophone assisté, parce que le vrai nom c'est un smart display en anglais, donc un écran intelligent. Simplement, c'est que ça se présente comme un petit téléviseur, comme vous voyez, avec un écran plat, un peu comme une tablette, mais ce n'est pas une tablette, hein, c'est plus proche, entre guillemets, du téléviseur que de la tablette. D'ailleurs, comme un téléviseur, ça se branche sur une prise électrique, hein, donc c'est un fil à la patte, hein, ça se branche sur une prise électrique. C'est aussi un haut-parleur, une enceinte intelligente, donc assistée, c'est-à-dire que c'est une enceinte à qui on peut parler. Et comme vous voyez, donc sur l'écran, on peut évidemment avoir des choses qui sont affichées. Il y a une caméra, des micros, et donc on peut faire une visioconférence, par exemple, ou du lien social avec sa famille. Alors, on peut appeler une visio ou pas une visio, c'est comme vous voudrez. Mais le terme que l'on utilisait avant, c'était la visiophonie, hein, donc qui remplaçait la téléphonie. Donc on peut faire de la visiophonie, mais on peut faire aussi de la téléphonie. Ça peut être aussi un interphone. Ce qui est important, c'est que la qualité du son, puisque c'est d'abord une enceinte, c'est donc la qualité du son est très bonne. J'allais dire du son hi-fi pour utiliser un vocabulaire d'antan. Assez puissant et c'est très sensible à la voix, et en fait ça se commande par la voix. Donc on lui parle, il vous répond et il vous affiche éventuellement des éléments complémentaires à la voix pour la réponse. Voilà le principe. Donc pourquoi on est parti sur ces types d'équipements? Simplement parce que s'approprier des claviers, des souris, des applications sur smartphone, etc., si on ne l'a pas appris quand on était en grande forme, on l'apprendra beaucoup plus difficilement quand on est en moins grande forme, alors que parler, ça reste quand même beaucoup plus accessible pour chacun d'entre nous. Donc, la présentation, je vais vous situer le contexte général. Donc, il y a un contexte Covid, hein, c'était un élément déclenchant l'année dernière des projets. La description plus détaillée du projet, je vais brosser très rapidement, mais je vais entrer dans les détails. Où en sommes-nous dans les groupes de travail, des labs, et puis quels sont les livrables aujourd'hui déjà disponibles? On vous présentera, c'est Jean-Christophe qui fera le point 3, les premiers pilotes. On insistera un peu sur les questions d'infrastructure. Hein, il faut quand même des réseaux un peu solides avec un bon Wi-Fi, un bon accès Internet, sans quoi il faudra éviter d'avoir des usages sur la vidéo si on n'a pas de bande passante, hein, évidemment. Et puis, on dira après comment en savoir plus, hein, parce qu'évidemment, on ne va pas exposer tous les éléments aujourd'hui, et comment rejoindre la communauté. Vous verrez, je vous proposerai un petit formulaire en ligne qui pose 5 questions, dont nom, prénom, et enfin le nom et la structure, et qui permettra donc, entre guillemets, formellement de rejoindre la communauté. Et ainsi, dans la foulée, on vous donnera accès à l'ensemble de nos outils pour que vous puissiez, comment dire, il y a des personnes qui ont des problèmes de déconnexion, reconnexion, vous approprier ces sujets. Donc le contexte,
le contexte, vous le connaissez, hein, en début d'année dernière, on a tous été confrontés à la crise Covid qui a énormément perturbé la vie en général et encore plus perturbé la vie des personnes isolées ou âgées, car elles n'avaient pas les moyens de passer commande en ligne de leur ravitaillement, comme on a pu le faire en commandant et se faisant livrer ou à la maison ou au domicile, aller dans des drives pour récupérer le ravitaillement, etc. Et donc, les visites dans les EHPAD ont été interdites, tout le monde était confiné, et ça s'est traduit par de très nombreuses difficultés, dysfonctionnements, etc. Tout ça a été très rapidement identifié et un rapport a été rédigé dès le mois de mars qui s'appelle le rapport Gage et qui détaille justement toutes ces difficultés. Excusez-moi, j'ai encore quelqu'un qui arrive. Donc, sur la base du rapport Gage, qui citait une dizaine de points bloquants, je dirais, dans la vie quotidienne des personnes, nous avons réfléchi avec les territoires innovants, dont je les ai cités tout à l'heure, TSD, donc dans lequel on retrouve justement les communautés de communes de Saverne, de Beach, Imeuse, etc., sur les réponses qu'on pourrait essayer de trouver aux questions qu'a levé le rapport Gage. Voilà. Et une des grandes difficultés qui a été évidemment identifiée, c'est la question de la fracture numérique. Alors, elle est parfois liée au manque d'infrastructures, mais tout doucement, les infrastructures se mettent en place, même si on n'est pas encore à 100% de l'objectif. Mais c'est surtout que les personnes sont en fracture avec le numérique parce qu'ils ne savent pas du tout comment ça marche et n'envisagent pas de se l'approprier étant donné le mur qu'il y a à franchir. La marche est trop haute. Et donc, c'est d'où cette réflexion pour comment donner les moyens de s'approprier des technologies numériques sans avoir à gérer des objets techniques comme des micro-ordinateurs, des smartphones, des tablettes. C'est ça les éléments déclencheurs. Deuxième point important, vous le savez, on est passé de quasiment pas de télémédecine à énormément de télémédecine en un mois quasiment, l'année dernière, au mois de mars. Pour mémoire, on avait peut-être 1% des médecins qui acceptaient de faire des téléconsultations avant la crise Covid, avec quelques milliers de téléconsultations par mois en France. Et là, en un mois, on est passé à 70% des médecins libéraux qui ont fait des téléconsultations. Alors, il y a un certain pourcentage, c'est par téléphone, parce qu'il y a une dérogation exceptionnelle qui avait été donnée pour autoriser la téléconsultation par téléphone, mais énormément ont fait des téléconsultations avec de la visiophonie, avec de la vidéotransmission, qui est le terme qu'a retenu le ministère de la Santé dans la définition de la télémédecine, la téléconsultation. Et le nombre de téléconsultations est passé de quelques milliers à plus d'1 million par mois. Donc, on a eu vraiment un changement important. Et ça n'a pas été aussi sans difficulté parce qu'il y a les EHPAD qui sont équipés, les pharmacies qui sont équipées, aussi quelques établissements pour personnes handicapées. Il y en a plus de 500 dans le Grand Est, savent bien que tout n'est pas parfait et qu'il y a des difficultés. Donc, justement, on souhaitait adresser ces questions-là également. Quelles sont les difficultés qui sont aujourd'hui rencontrées? Comment, en ayant à acheter un équipement à un fournisseur, on peut travailler avec un médecin qui a choisi d'autres solutions? Et aussi, aujourd'hui, j'ai parlé des établissements équipés, mais demain, on veut adresser aussi le domicile. C'est-à-dire qu'au domicile, c'est l'infirmier libéral qui va aller au domicile avec l'équipement télémédecine, donc évidemment des équipements mobiles, portables, pour assister le patient pendant une téléconsultation. Finalement, on va avoir un parallélisme, je dirais, avec la pratique dans l'EHPAD. La personne, le patient joue son rôle de patient, il parle à son médecin, mais il ne s'occupe pas
de la cacaillerie, entre guillemets, de comment ça marche. C'est l'infirmier qui est à côté du patient qui va s'occuper de la liaison technique, entre guillemets, et d'utiliser des objets qui sont utiles à des prises de constante, un tensiomètre, un oxymètre, mettre en œuvre un stéthoscope connecté, un otoscope, enfin tout un tas d'objets techniques qui apportent des informations utiles au médecin qui est en ligne. Voilà. Donc c'est le deuxième volet là, de cette initiative. Donc vous avez retrouvé évidemment dans l'appel à projet Flash. Donc aujourd'hui, on se concentrera plutôt sur la partie bien-être, lien social, animation. Donc évidemment, l'idée c'est de faire un projet communautaire, c'est-à-dire que quand vous allez déployer des actions sur le terrain, si vous rencontrez des difficultés, on doit pouvoir les partager et essayer collectivement de trouver des solutions. Alors, évidemment, dans le champ médico-social, il y a de nombreux acteurs qui ne sont pas des techniciens, des informaticiens. Vous êtes là pour prendre en charge et accompagner des personnes au quotidien. Ça n'a rien à voir avec la technologie. Et dans nos groupes de travail, nous avons des compétences qui viennent de direction informatique de grandes structures, des Living Labs, et ces compétences sont là aussi pour essayer de trouver des réponses aux questions que vous posez. Et si une question demande une analyse approfondie, à tout moment, on peut mettre en place un groupe de travail qui va traiter de façon approfondie la question, de façon à livrer un document qui apportera, en tout cas, des guides, des lignes directrices et des éléments de réponse aux questions qu'on peut se poser. Donc l'idée, c'est qu'à tout moment, on reste dans une dynamique et quand de nouvelles problématiques émergent, eh bien, on les instruit collectivement et on partage ensemble les résultats. Et puis, bien sûr, sur le fond, avec donc les outils de bien-être numérique et bien social, l'idée, c'est vraiment de donner la parole aux seniors et donc donner la parole au sens où ils vont parler à des bidules techniques qui vont leur répondre et apporter un certain nombre de solutions aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer en étant à distance de leur famille. Alors, c'était criant pendant la crise Covid, mais ça peut rester, elle n'est pas terminée d'ailleurs, comme vous savez, et ça peut rester de toute façon des situations liées à des familles qui sont un peu éclatées sur les territoires parce que, pour des obligations professionnelles, d'études, etc., on s'éloigne de ces aînés. Donc, je rappelle donc les différents éléments. Donc, premier point, réduction de la fracture numérique, donc pour les seniors, déploiement de la télésanté en région Grand Est. D'ailleurs, à cet égard, une convention vient d'être signée entre l'ARS, la préfecture de région, l'assurance maladie, la région Grand Est et avec la participation de Pulsi, pour mettre en place une feuille de route télésanté sur 3 ans. Donc la cérémonie de signature a eu lieu la semaine dernière. Vous voyez, c'est tout récent. Donc on s'inscrit évidemment dans ces démarches. De façon plus concrète, ceux qui sont associés à ce qu'on a appelé des expérimentations, parce que tout ça c'est un peu nouveau, si vous voulez. On n'est pas en train de brancher un frigo ou un grille-pain, on est en train de mettre en place des outils numériques. Alors, ils ont beau être, comme je le disais tout à l'heure, ressembler à un téléviseur, ou si on est sur la télémédecine, ça peut être un smartphone, une tablette, un PC. Donc, pour les infirmiers, ce n'est pas des équipements qui leur sont totalement étrangers. Il y a quand même beaucoup de choses à apprendre et des difficultés qui n'ont pas du tout été anticipées, et il faut... Donc, d'où ce terme d'expérimentation, ça reste expérimental, c'est-à-dire qu'on doit trouver progressivement les moyens de les rendre de droit commun, entre guillemets, ça entre dans les habitudes, mais pour le moment, on n'en est pas du tout encore à ce niveau d'entrer dans les habitudes. Donc, les lieux de vie sur lesquels vont s'appliquer les actions, ça peut être des EHPAD, des résidences autonomie, des résidences seniors, les domiciles, et en association, évidemment, avec les professionnels de santé, puisque ce sont des publics fragiles, qui ont des soucis de santé,
et donc forcément, les professionnels de santé ont un rôle primordial dans ces actions. Et quand on est au domicile, on va travailler en particulier donc avec les organisations territoriales coordonnées. Donc, je citais tout à l'heure les CPTS, les maisons de santé pluriprofessionnelles, les équipes de soins primaires, les centres de santé, etc. Donc, les porteurs d'expérimentation vont travailler sur le volet donc fracture numérique d'une part et télésanté de l'autre. Voilà. Ça résume un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure. Je l'ai déjà dit, donc je vais le répéter. Donc, pour la partie bien-être, lien social, on a déterminé, hein, c'est un choix, comment dire, préalable, d'utiliser des écrans intelligents, des enceintes intelligentes, dites intelligentes, ou plutôt assistées, et qui permettent qui fonctionnent en toute autonomie, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de maîtriser des technologies, il suffit de leur parler. On verra tout à l'heure que c'est quelque chose d'assez simple, et donc on les a appelés des visiophones, parce qu'on peut faire justement une visiophonie, c'est-à-dire l'équivalent d'une téléconférence, sauf qu'on appelle une personne et qu'on ne vient pas se connecter à, comme vous l'avez fait là tout à l'heure, vous êtes venu vous connecter à une visio, c'est-à-dire un pont de visioconférence où on se retrouve tous dans la même salle, mais il faut aller jusqu'à cette salle. La visiophonie dont on parle ici, ben, j'appelle quelqu'un et on va se retrouver en visio, comme vous. Un certain nombre d'entre vous le font sûrement déjà avec des outils comme WhatsApp, Skype, Google View ou d'autres. Hein. Il y en a Viber, il y en a une grand nombre. C'est la même idée, sauf qu'on va déclencher par la voix. Donc, c'est vraiment piloté par la voix. Donc, les lieux de déploiement, évidemment, c'est les lieux de vie, domicile, résidence senior, autonomie, EHPAD, établissement pour personnes handicapées hébergeants. On a une notion aussi de coffre-fort électronique, hein, afin de sécuriser les données personnelles. Donc, un point important, là, on est sur des données personnelles au sens donc, du RGPD, de la CNIL, et on ne va pas être sur ces usages-là sur des données de santé. Hein, ce n'est pas le lieu des données de santé. Sur la télésanté, évidemment, il y a des données de santé. Sur le bien-être, le lien social, sur l'animation, il n'y a pas de données de santé. Il y a des données éventuellement personnelles. Éventuellement, ce n'est même pas obligatoire. Mais c'est important de bien comprendre en termes de responsabilité, quand est-ce qu'on ne gère pas de données personnelles, quand est-ce qu'on gère des données personnelles, quand est-ce qu'on gère des données de santé. Hein, les réglementations applicables ne sont pas les mêmes et les contraintes ne sont pas les mêmes. Donc sur le volet télésanté, je ne vais pas le développer aujourd'hui, mais on a donc des expérimentations qui portent sur la téléconsultation, donc la télémédecine, le télésuivi aussi, en particulier le CHU de Strasbourg, qui est aussi dans les projets, porte lui une étude particulière sur le Covid, en particulier sur le point des risques post-Covid, des personnes qui ont été hospitalisées, voire en réanimation parce qu'ils avaient été contaminés par la Covid, et on a, entre guillemets, un certain nombre d'inquiétudes sur leur état de santé à venir, et donc pour pouvoir prévenir et anticiper sur d'éventuelles difficultés, cette étude est mise en place avec un télésuivi post-hospitalisation Covid. C'est un chapitre un peu à part, hein, qui concerne toutes les populations, mais évidemment, vous le savez, les populations en ALD, les personnes âgées, sont plus sujettes à se retrouver dans cette cible. Alors le projet, la communauté UNA, c'est assez simple, hein, le senior, donc ça peut être aussi la personne handicapée, est au centre, hein, c'est vraiment, c'est pas un 20 mots, tout est fait pour lui. Et on associe des partenaires
Donc, en fonction du lieu de vie, hein, les partenaires sont un peu différents, mais on trouve systématiquement la famille et les proches, des prestataires de services, des professionnels de santé et sociaux, et éventuellement donc les collectivités qui portent des actions, en particulier des actions vers le domicile, mais pas exclusivement, ça dépend des spécificités des territoires, et typiquement de, par exemple, Imeuse, qui est un cas un peu particulier. Excusez-moi. Ah, il y a encore une déconnexion. Voilà. Les prestataires de services, simplement, c'est parce qu'il y a un prestataire de service d'ailleurs que c'est un service payant. Pour un simple exemple, il y a des services en ligne sur Internet, par exemple des services des chaînes de radio. Je peux écouter la radio. Donc il y a un prestataire qui fournit l'émission de radio, et lui il va vivre plutôt de la publicité. Vous savez que le modèle classique de la radio, c'est la publicité, donc c'est pas payant. Il n'y a pas besoin d'être abonné à France Info, quoique France Info c'est cas particulier parce que ça rentre dans les taxations sur la télévision et publique. Mais si j'écoute BFM par exemple ou comment dire STFM, le modèle c'est la publicité. Alors comment nous nous sommes organisés? Donc on distingue ceux qui portent les actions et qui prennent en charge donc des personnes âgées, des personnes handicapées, etc., et qui vont piloter donc des usagers, hein. Donc que ce soit les porteurs d'action au domicile pour tout ce qui est bien-être, les porteurs d'action où interviennent des infirmiers, donc on va être plutôt sur la télémédecine. Des porteurs de déploiement, il y a des déploiements techniques à faire, alors, qui sont assez simples en fait, hein. On peut s'auto-saisir du déploiement technique. On a fait des guides très simples pour ça, mais il n'est pas exclu que certains d'entre vous disent moi, on ne va pas y arriver, je vais m'appuyer sur un prestataire. Alors, on n'a pas forcément identifié les prestataires systématiquement, mais on a prévu un financement qui correspond à cette action-là, hein, dans les financements qui ont été donnés. Il y a des labs, et aujourd'hui, on va vous présenter les travaux des labs, et les labs ont pour ambition de traiter en amont les questions pour proposer à ceux qui portent les actions un maximum de réponses préparées à l'avance pour que, grosso modo, le chemin soit bien dégagé, hein, que vous puissiez aller au plus vite vers la mise en œuvre. Cela n'empêche, comme je l'avais dit tout à l'heure, que, en cas de difficulté spécifique, vous pouvez revenir vers les labs pour poser des questions et on va essayer de trouver des réponses. Et si la réponse est complexe, mettre en place un groupe de travail pour aller jusqu'au bout de la question et de la réponse. Il y a aussi ce qu'on appelle des animateurs de thématiques. Donc, il y a des thématiques qui ont été identifiées par un certain nombre d'entre vous. Certains portent sur la domotique dans les chambres en EHPAD, d'autres portent sur l'animation auprès de public Alzheimer, grâce aux outils numériques, etc., etc. D'autres, c'est des réflexions portées par des gériatres qui, imaginent qu'à travers le numérique, on doit pouvoir faire un maintien en forme intellectuelle, etc. Donc, il y a tout un tas de thématiques qui pourront être instruites et qui feront éventuellement l'objet aussi de groupes de travail. Mais je dirais, il faut déjà avoir déployé les infrastructures et mis en place les usages de base avant de passer à des usages à plus forte valeur ajoutée. Ce n'est pas forcément le terme qui convient, mais des usages complémentaires. Voilà. Et donc là, on pourra traiter des thématiques spécifiques. Donc là, il y a un peu de redite sur la première chapitre. Deuxième point, alors souvent, on a dimensionné à un financement égal 4 dispositifs à mettre en œuvre. Donc, c'est-à-dire que c'est un dimensionnement qu'on a fait, je dirais, après une réflexion en amont. Parce qu'on sait qu'un visiophone, un équipement assisté, ça coûte tant. Le mettre en œuvre, si on fait appel à un prestataire de service, ça peut coûter tant. Si on a besoin de services complémentaires
comme par exemple pouvoir diffuser ce qui est sur un petit écran sur un plus grand écran, il y a des dispositifs qui permettent d'avoir quelque part un miroir sur grand écran du petit écran. Tout ça, ce sont des équipements qui sont certes pas très chers, mais ces équipements, il faut quand même acheter. Donc on a construit comme ça un budget moyen par personne et on les a regroupés par paquets de 4 pour pas compter que des haricots, mais des paquets de haricots, si vous voulez, pour que ce soit un peu plus simple en dimensionnement. Donc voilà comment c'est construit. C'est-à-dire que si vous, dans votre mise en œuvre, vous n'avez pas besoin de toute la panoplie parce que vous êtes relativement autonome, etc., vous en ferez beaucoup plus que 4. Vous ferez peut-être 8 personnes. Au contraire, dans votre contexte, parce que c'est un public particulier, il a fallu mettre en œuvre des moyens complémentaires, vous ne déploierez que 2 personnes, enfin 2 équipements, pardon. Voilà, tout s'explique si vous voulez. Il n'y a pas, c'est pas une règle absolue, c'est disons une règle moyenne. Voilà. Donc après, c'est la réalité de votre projet, la réalité de vos contraintes qui fait que vous allez pouvoir le mettre en œuvre d'une façon ou d'une autre en vous équipant plus simplement ou de façon plus complexe. Alors, il y a évidemment une liberté très opérationnelle qui est prise en compte. Bon, les expérimentations pour avec les infirmiers libéraux, puisque en EHPAD, vous avez déjà généralement vos équipes, et vous êtes souvent déjà équipés. Donc, sur les packages, j'allais dire, qu'on a mis en place pour les infirmiers libéraux, on imagine équiper, déployer des équipes de 5. Voilà. Mais là encore, c'est un dimensionnement approximatif pour donner une idée. Après, ça dépend de l'équipement qu'ils ont déjà avant de commencer, ce qui leur manque pour que ça soit efficace, quelle est l'organisation dans laquelle ils s'inscrivent, les outils de cette organisation. Vous voyez, il y a plein de paramètres et donc, évidemment, la réalité pourra être différente. Ce qui reste clair, c'est l'objectif. On souhaite pouvoir, j'allais dire, déclencher l'intervention d'un infirmier auprès du patient au moment de la téléconsultation pour que celui-ci ne soit pas contraint par la technologie, mais qu'il ne s'occupe que de discuter avec son médecin. On a identifié aussi, donc là c'est plus sur le domicile avec les collectivités, des groupes d'accompagnement, alors qu'on a appelé les groupes d'accompagnement à la renaissance numérique des seniors. C'est, il y a des ados autour des domiciles des personnes âgées, des ados qui, vous le savez, jouent de toutes ces technologies numériques et qui pourraient tout à fait, si on les organise évidemment, accompagner des personnes âgées dans l'utilisation de ces équipements, si tout le monde est d'accord évidemment. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, mais d'organiser la participation de plus jeunes à l'accompagnement finalement des aînés sur l'utilisation du numérique, et puis pourquoi pas aussi, une fois que ça marche, leur dire coucou de temps en temps, ou leur poser des questions. Les aînés ont souvent une grande expérience et on n'utilise pas assez cette expérience, contrairement par exemple au Japon qui a une culture de, quand on a une question, on s'adresse aux anciens pour savoir quel est leur point de vue avant d'avancer. Voilà. Donc pour résumer l'organisation, on a donc en amont, je dirais en préparation ou en traitement des questions complexes, les labs. Ensuite, on déploie les équipements. Donc, grosso modo, il faut les déballer, les brancher, les connecter. Et puis, après, on expérimente. Donc, on s'en sert. Donc, on commence petitement et puis tout doucement, on pourra élargir les cas d'usage. Et puis, bien sûr, c'est un observatoire. Donc, on va faire des observations. Et donc, l'idée, c'est pas de mettre en place une usine à gaz avec des formulaires à remplir tous les 15 jours. Non, l'idée, c'est de vous fournir des formulaires avec des questions qu'on peut proposer sous forme de formulaire en ligne. Et on peut faire comme ça, grâce en suivant les questions une par une, l'interview de l'utilisateur. Pour savoir comment ça se passe, etc., les difficultés, les points forts, les points faibles, bref. Et on fait ça, je ne sais pas, une fois tous les 6 mois, ou une fois au moment du bilan, et ça vaut bilan d'expérimentation. On ne va pas faire une des thèses pour chacun d'entre vous sur
la mise en œuvre, d'ailleurs dans les conventions avec PULSI, vous avez une obligation entre guillemets de dire, de faire un rapport, mais justement le rapport pourrait être constitué du formulaire qu'on vous a donné. Si vous utilisez le formulaire, on imprime les résultats, c'est-à-dire les questions et les réponses, et ça vaut rapport. Hein. Voilà. On peut faire des choses assez simples. Voilà. Un petit sujet qui est la gouvernance, comment c'est organisé. Alors, il y a un comité de pilotage, on dirait, il ne s'est pas encore réuni, hein, donc, mais je dirais que c'est plutôt les financeurs qui voudront avoir une vision globale de comment ça se passe, et puis évidemment, à la fin de l'opération, avoir un bilan pour réfléchir à ce qu'il faudrait faire à l'avenir en fonction des leçons apprises de ces opérations. Il y a un comité de projet qui est beaucoup plus opérationnel, donc qui se réunit tous les 15 jours, le jeudi à 17h, de 17 à 18h, 18h30, en fonction des thématiques. Vous pouvez tous, si vous le souhaitez, intégrer le comité de projet, ce n'est pas obligatoire, mais ça vous permet d'avoir un suivi régulier de ce qui se passe, voilà, globalement. Et pourquoi pas d'y remonter des questions. Alors, on a prévu un comité scientifique d'éthique et des usages, donc plutôt associant les familles des seniors et des spécialistes des questions d'éthique, parce qu'effectivement, c'est comme le numérique qui entre dans les lieux de vie, les associations de patients peuvent avoir des choses à dire, les fédérations médico-sociales, enfin, tous les acteurs peuvent pouvoir s'exprimer sur les questionnements plus éthiques et scientifiques, si on applique par exemple des méthodes liées, je ne sais pas, au bilan Alzheimer ou des choses comme ça, il peut y avoir des sujets scientifiques qui pourraient être abordés. On a parmi les Living Labs, je citais l'Université de technologie de Troyes, on a un chercheur qui avec des étudiants thésards, traite justement de deux questions, de l'appropriation de leur relation au numérique de personnes fragiles. Hein, donc, ça fera sûrement l'objet d'une communication scientifique. Bon, voilà. Donc, une gouvernance assez ramassée, hein, finalement, assez simple. Les données personnelles. Alors, c'est un gros sujet parce que... Je vous donne le premier résultat. Excusez-moi. Voilà. Les données personnelles, très souvent, on va avoir à gérer des données personnelles. En particulier, si on est dans le cas d'usage individuel, on va avoir un équipement pour une personne et on va créer un environnement numérique. Ce n'est pas la personne qui va avoir à le créer, hein, mais on va le faire pour lui. Grosso modo, on lui crée un compte. Alors, en fonction du type d'assistant, on reviendra là-dessus, faut créer un compte chez Google, créer un compte chez Amazon, mais on crée un compte numérique, vous voyez, c'est pas tout à fait neutre. Et dans ce compte, vous savez comment ça fonctionne, il y a des données qui se collectent, et en particulier en fonction de vos interactions. Alors, vos interactions, que vous les fassiez via un smartphone, un ordinateur, en surfant sur Internet, ou à travers un visiophone en posant des questions, quand la question quitte l'appareil pour aller chercher sur Wikipédia la réponse, évidemment, ça laisse des traces. Hein, donc, ces traces peuvent être effacées, mais en tout cas, de principe, ça laisse des traces. Donc les questions, si je mets mon carnet d'adresse pour pouvoir parler à ma famille facilement, les coordonnées de ma famille sont des données personnelles et elles sont dans le système. Comme de toute façon, dès que vous avez un smartphone, votre carnet d'adresse, il est dans le système. Hein. Donc, c'est ces points-là. Mais tout ça, ça relève bien donc, des questions de données personnelles, des questions de RGPD. Et vous savez que c'est un sujet très sérieux. Et donc, on s'est attaché à traiter de ces questions. On reviendra tout à l'heure, Jean-Christophe parlera un peu du groupe. Il y a un groupe de travail sur le RGPD hein, qui a produit un certain nombre de documents sur la base des documents de la CNIL. Mais on a vraiment traité pour que vous ne soyez pas contraints par ces questions-là, on vous livre déjà les réponses. Quelles sont les précautions à prendre pour être dans les clous vis-à-vis du RGPD. Et
Évidemment, quand on sera dans l'observatoire avec les questionnaires qu'on pourra, les interviews finalement des utilisateurs, là, ce sera que des données anonymes. On n'a pas besoin de savoir qui est dans l'interview. Ce qui compte, c'est donc les données seront anonymes. J'insiste, d'ailleurs, c'était le premier point, il n'y a 0 données de santé. On n'est pas dans le dossier usager informatisé de la structure, on n'est pas dans un dossier patient, dans une application de télésurveillance ou de télémédecine. Il n'y a pas de données de santé, ce n'est pas le lieu des données de santé. Donc il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de données de santé. Parce qu'on ne traite pas, on ne met pas en place des dispositifs qui peuvent accueillir les données de santé. Voilà, donc ça c'est. Et il n'y en a pas. Par contre, évidemment, quand on sera sur la télésanté, la télémédecine, si il y a des logiciels qui stockent de l'information, ce sont des données de santé, et donc là, il faudra avoir respecté les règles de l'hébergement des données de santé si c'est hébergé, quelque part, ou les règles de la PGSSIS, de la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé, auxquels vous êtes tous tenus et qui, dès lors que vous gérez les données de santé, et dont le responsable est le directeur de la structure. Alors, juste pour rappeler ce petit concept. Et donc c'est une responsabilité qui peut être... Donc il faut bien être conscient de ces sujets. Je passe donc sur ces questions de données personnelles et de sécurité. Quels sont les équipements? Alors, tout à l'heure, je vous ai montré une photo, c'était un équipement grand public, et nous sommes partis de principe sur le choix d'équipements grand public, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle les équipements grand public? Vous pouvez les acheter chez Darty, chez Carrefour, chez Boulanger, dans le rayon électronique de la grande surface Auchan, j'ai déjà cité Carrefour, ça va le faire 2 fois, etc., etc. La Fnac, enfin bref, et tous les sites en ligne d'Internet qui vendent des équipements grand public. On les trouve partout. Donc on peut les acheter sur des lieux physiques, les acheter en ligne, etc. C'est ça les équipements grand public. Ils ont un avantage, c'est qu'on les trouve facilement. Un deuxième avantage, c'est qu'ils sont produits en grand nombre et donc les coûts sont peu élevés. Alors on dirait, qu'est-ce que ça veut dire peu élevé? Là, en fait, c'est généralement pas plus de 200 €, quoi, à quelques dizaines d'euros près, c'est ça à peu près l'enveloppe, 200 €. Après, il y a des prix publics conseillés, entre guillemets, parce que régulièrement, il y a des promotions, on vous les propose moins cher, avec 10%, 20%, 30% de remise, mais disons que le principe, c'est ça. Les équipements qu'on a identifiés, il y a par exemple le Nest Hub Max, donc qui est un produit Google, l'Amazon Echo Show, qui est donc un produit Amazon. Donc il y a des équivalents, c'est-à-dire qu'il y a des sous-traitants, enfin des partenaires qui fabriquent des équipements de même type, avec les mêmes technologies logicielles, mais qui est leur propre matériel. Par exemple, Lenovo, vous connaissez pour les PC par exemple, fabrique des équipements de ce type-là, Samsung, etc. etc. Je dirais que c'est l'écosystème assez classique de la micro-informatique. Par contre, donc, ces équipements sont inclus un assistant vocal performant. Il ne s'agit pas de devoir poser 50 fois la même question en utilisant les bons mots, dans le bon ordre, à la même vitesse, parce que ça, c'est inutilisable. Ils ont des assistants vocaux performants, c'est-à-dire, 1, ils ont l'oreille fine, 2, ils sont patients, c'est-à-dire si je pose la question rapidement ou lentement, ils vont comprendre la question et me donner la réponse avec des taux de réponse au moins supérieurs à 80%, c'est-à-dire qu'au moins dans 4 cas, j'ai la réponse à ma question. D'accord ? C'est important, sinon c'est désespérant si vous voulez, donc c'est inutile. Donc derrière, il y a des écosystèmes matures, ouverts. En réalité, il y a des milliards d'utilisateurs dans le monde. On peut compléter ces dispositifs de différents appareils de domotique, etc., et de sécurité
j'allais dire presque à l'infini, hein. Il y a plus de 5000 marques avec 50 000 types de produits différents qu'on peut venir agréger autour de ces équipements. Vous voyez, donc il n'y a pas de limite, entre guillemets, sur les écosystèmes. Les logiciels qui sont utilisés sont mis souvent à disposition en développement open source. Je ne dis pas que vous allez faire du développement, hein, mais sachez que ce n'est pas des choses propriétaires qui fait qu'on est vraiment absolument prisonnier. Non, on peut changer, ça se développe au rythme des communautés et ce n'est pas lié uniquement à la politique d'une entreprise. Ce qui est important aussi, c'est que ça puisse interagir avec les familles et les proches. Les familles, ils n'ont pas forcément des visiophones assistés, mais ils ont des smartphones, des micro-ordinateurs, et vont pouvoir partager des informations avec leur famille, avec les aînés, hein, ou avec les personnes handicapées, peu importe les personnes qui interagissent. On peut envoyer ses photos pour qu'ils s'affichent sur l'écran. On peut bien sûr se parler, se voir. On peut partager tout un tas de choses, y compris des applications. On peut partager, par exemple, même un abonnement à YouTube, à Netflix, à Canal+, voilà. Après, vous me direz, il faut quand même des tuyaux pour faire passer des flux dans les infrastructures, d'où la question de l'infrastructure. Mais sachez que les familles peuvent partager énormément de choses depuis chez eux, entre guillemets, vers la personne âgée. Donc voilà les grands points. Par contre, on insiste un peu là-dessus, il y a une contrainte, il faut un accès Internet relayé par le Wi-Fi et un bon accès Internet, en particulier si vous voulez faire de la visiophonie ou bien sûr de la télémédecine ou regarder Canal+, s'il n'y a pas de bande passante, ça va marcher. Hein. Donc si vous n'avez pas de bande passante, il ne faudra pas paramétrer ce type de service, évidemment. Il faudra se limiter à je pose des questions et c'est comme si je surfais sur Internet avec du texte qui vient en réponse et qui ne consomme pas de bande passante. Hein. Mais les usages avec des flux vidéo, évidemment, demandent de la bande passante. Et s'il y a du flux vidéo, il faut que vous ayez de la bande passante, sinon l'expérience utilisateur ne sera pas satisfaisante. Où en sommes-nous? Donc, c'est Jean-Christophe qui va prendre la parole pour vous parler des groupes de travail des labs. Vous avez compris que les labs, c'est eux qui réfléchissent en premier pour les autres. Et puis, quels sont les livrables qui sont disponibles, les premiers pilotes. Jean-Christophe, je reste avec les diapos et je ferai tourner les diapos. Merci. Alors, bonjour à tous. Nous, dans le cadre des labs, comme M. Bouteau vous l'expliquait avant, il existe plusieurs types de devices, plusieurs types de matériel d'assistants connectés. Et on s'est attardé plutôt à tout ce qui est Google et Amazon Alexa ou Amazon Echo Show. Il en existe d'autres et qui sont plus ou moins performants. Donc, par contre, tous ces composants existent, donc ce sont des produits du marché. Ils se configurent assez aisément dans le sens où c'est des produits du public, donc ils sont destinés un petit peu pour tout le monde, mais ils sont un petit peu pauvres en documentation. Donc un des objectifs aussi des groupes de travail, ça a été d'enrichir un petit peu en termes de documentation tout ce qui existait, faire des notices d'installation avec des screenshots, des copies d'écran, des choses un petit peu plus précises. Ok, je pense qu'on peut passer la diapo. Voilà, donc dans les termes, tout ce qui a été fait, c'était les notices d'installation, des recommandations, les prérequis, ce que M. Bouteau vous expliquait avant, c'est quelque chose de très important. Il va falloir bien comprendre les prérequis, les appliquer afin que le déploiement se passe sans aucun problème. J'y reviendrai un petit peu plus tard sur les prérequis. On peut peut-être changer, M. Bouteau, la diapo suivante. Alors, un petit peu ce qui a été, voilà, un petit peu les livrables, enfin pas les livrables, tous les labs qui existent. Il existe plusieurs types de labs. On a fait donc un lab pour les usages individuels, pour les usages collectifs, au niveau des labs infirmiers, au niveau de la RGPD. Il existe plusieurs groupes de travail qui ont permis un petit peu d'analyser et un petit peu de voir tous les prérequis, tous les problématiques qu'on pouvait avoir dans certains des cas.
et aussi donc rédiger la documentation qui est nécessaire à ça. On peut la suivante. À titre d'exemple, voilà un petit peu tous les genres de documentation qui ont été produites par les labs. Ce sont des guides d'utilisation, notamment, comme je vous expliquais, sur les deux produits qui sont le Google et l'Amazon. Comment on configure les petits outils annexes. Par exemple, comme M. Bouteau vous l'expliquait, l'assistant Google, il faut voir ces assistants-là avec les écrans, mais vraiment comme un assistant Google. Finalement, la partie écran n'est qu'un plus. Donc, tous ces assistants, ils vous permettent notamment d'avoir commandé à la voix, d'avoir plein de petits cas d'usage sympas. Et on peut aussi, donc, le flux vidéo, l'envoyer directement sur la télé. Ça se fait par exemple par l'utilisation d'un Chromecast. Ce sont des petits produits supplémentaires qui coûtent à peu près une quarantaine d'euros et qui peuvent s'additionner par exemple pour le Google Nest Hub et rendre des fonctionnalités supérieures. On va passer au slide suivant. Alors, les prérequis, comme je vous disais, c'est important de s'attarder aux prérequis. Pour que le produit marche correctement, il faut avoir un accès Internet et un accès correct. Quand je dis un accès correct, si vous avez un accès qui est partagé entre plusieurs personnes, vous risquez d'avoir des problèmes de bande passante, surtout si vous voulez faire de la vidéo, ça peut poser un problème. Un des prérequis aussi pour le Google, c'est qu'il se paramètre par un téléphone. Donc, ça sous-entend que la personne, elle est un téléphone, smartphone. Et il faut aussi avoir une adresse mail. Aujourd'hui, on ne peut pas faire du numérique si vous n'avez pas d'adresse mail. Notamment pour le Google, il faut avoir une adresse Gmail pour avoir pleinement tous les services Gmail. Tous les services Gmail, c'est par exemple vous permettre de partager des photos, vous permettre de partager ce qu'on appelle des appels duo. Alors, une fois que c'est paramétré, c'est très simple à utiliser. Et pour le paramétrer, il vous faut une adresse mail. On peut aller au slide suivant, M. Bouteau. Le smartphone, vous n'avez pas parlé, qui est nécessaire. Il semblait que j'avais dit oui, totalement, parce que l'application pour le Google se fait avec une application qui s'appelle Google Home, qui est téléchargeable sur le site d'Android Store, mais il faut avoir donc un téléphone pour la charger, pour le paramétrer. C'est via cette application qu'on peut après changer son cadre photo, on veut rajouter des contacts, on veut faire des modifications. Donc, c'est essentiel d'en avoir au moins accès à un téléphone pour pouvoir modifier. On pourrait éventuellement utiliser peut-être le smartphone d'un aidant, mais ça sous-entend qu'un aidant proche fait chaque fois la manip pour le bénéficiaire. Donc, les pilotes. Hein. Alors, actuellement, il y a plusieurs pilotes qui ont été faits, notamment dans des usages collectifs sur des EHPAD. Sur l'EHPAD Les Fontaines et sur l'EHPAD de la Fondation Saint-Vincent-de-Paul. Et aussi donc l'ABRAPA qui fait des cas d'usage individuel. Alors je n'ai pas encore eu de retour moi sur ces cas d'usage, mais ça commence, le déploiement il commence sur les premiers pilotes. Et donc le suivant, c'est un petit peu tout ce qu'on peut faire avec l'assistant Google. Vous pouvez peut-être passer au slide suivant, M. Bouteau. Juste, oui. Oui, allez-y, si vous voulez mettre un complément. Vous voulez ajouter, par exemple, pour le premier pilote, donc avec un des EHPAD Les Fontaines, le public, les résidents sont des résidents Alzheimer. C'est 100% Alzheimer. Donc, évidemment, la première ne s'oriente pas au départ vers un usage forcément individuel, mais plutôt vers un usage collectif. Et non seulement collectif, mais également orienté animation. Donc, ce sont les équipes d'animation qui utilisent ces équipements pour faire de l'animation. Et comme le disait Jean-Christophe, non seulement il y a le Nest Hub, mais il y a une Chromecast qui permet de renvoyer en grand sur tout appareil qui a un port HDMI en réalité, hein, donc ça peut être une télévision ou un vidéoprojecteur. Et ça permet donc de faire une animation. Il a été aussi constaté que si on veut vraiment juste utiliser l'interface vocale pour l'animation et envoyer sur un
téléviseur. Le Nest Hub, comme les autres équipements concurrents, ça se branche sur une prise électrique. Donc, pour faire une animation, et les câbles électriques, comme vous savez, ils ne font pas 10 mètres de long, ils font 1,50 m, quelque chose comme ça, ou 2 mètres. Donc, évidemment, quand on veut se placer dans une salle, ça peut être un peu limitatif. C'est pas une contrainte que de devoir le brancher. Et de temps en temps, les équipes disaient bah, ça serait quand même mieux qu'on ait un appareil sans fil, entre guillemets, donc il fonctionne sur batterie. Et donc, pour des usages d'animation, on teste également l'utilisation de ce qu'on appelle des Chromebooks 2 en 1. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces appareils. C'est des micro-ordinateurs, en fait, qui peuvent s'utiliser comme un micro-ordinateur classique ou qu'on peut mettre en le repliant sur lui-même comme une tablette et qui, évidemment, sont des micro-ordinateurs, donc, mais qui supportent également Android. C'est-à-dire que tout ce qui est Android, comme sur les smartphones, on peut l'installer dessus. Et évidemment, ça fonctionne avec des batteries qui tiennent 10-12 heures, donc sans fil. Sinon, c'est relayé par le Wi-Fi, comme les autres équipements. Ça a un écran tactile authentique, entre guillemets, comme une tablette, et ça peut faciliter le travail des animateurs. Alors, les niveaux de prix sont un peu plus élevés parce qu'on démarre plutôt autour de 300 € jusqu'à dans ceux qu'on a identifiés qui sont suffisants en fonction des tailles d'écran, etc. Jusqu'à 400 et quelques euros. Bon, il y a des appareils haut de gamme pour ceux qui le voudraient, mais enfin haut de gamme beaucoup plus puissant avec les processeurs puisqu'on peut faire du développement informatique, installer Linux, enfin des choses qui ne sont pas forcément dans votre champ d'action. Mais donc ça vient compléter le dispositif. Donc c'est pour vous simplement vous signaler que comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce que dans les financements on a prévu entre guillemets un cas d'école qu'on ne peut pas en sortir ici. Les équipes d'animation avec le public Alzheimer, ils ont compris que ça serait bien d'avoir un équipement à côté qui se comporte aussi comme une tablette, mais aussi comme une enceinte connectée, c'est-à-dire que si je le pose, je peux lui parler comme à une enceinte connectée. Et il va répondre comme une enceinte connectée, c'est-à-dire qu'il va répondre à l'oral, alors que votre smartphone, souvent, si vous lui posez une question, il va vous répondre à l'écrit sur l'écran. Et évidemment, c'est beaucoup moins intéressant puisqu'on veut pouvoir interagir de la façon la plus naturelle possible, c'est-à-dire que quand on pose une question à l'oral, il répond à l'oral et éventuellement il complète par une image à l'écran. Ça n'empêche pas de compléter par de l'information sous forme d'image, mais d'ailleurs donc ces appareils, on peut les mettre comme les poser comme une petite tente et on peut le laisser là branché électriquement ou pas. Comme un visiophone, comme on a vu sur la photo tout à l'heure. En plus, ces appareils peuvent avoir un câble anti-vol, si on veut le laisser poser quelque part, qui évite que vous ne retrouviez plus dans la durée. Voilà. Donc, en fonction du contexte de chacun, on s'adapte. Donc, la Fondation Vincent Paul a commencé un premier pilote et en déploie 2 autres. Donc là, ce sont des personnes âgées beaucoup plus alertes. Elles s'en sont très vite emparées et commencent même à faire des blagues aux autres. Donc, tant mieux, ça met de l'ambiance. Donc, ça va dépendre de votre contexte. Voilà. Et puis, donc, l'ABRAPA commence un nouveau cas d'usage, que là, donc, c'est l'usage individuel à domicile. Et donc, on a donc un certain nombre de pilotes qui nous permettent déjà de dégrossir les questions qui peuvent se poser. Et donc, évidemment, leur expérience est partagée et partageable. Quand ils ont des questions, ils reviennent vers les groupes de travail et ça nous permet d'enrichir les réponses qu'on peut vous apporter, les éclairages qu'on peut vous donner pour vos propres travaux demain. Je tourne la page, Jean-Christophe. Oui.
Voilà. Ça, c'est un petit peu tous les cas d'usage qu'on a essayé. Enfin, il existe plein de cas d'usage, mais toutes les petites choses que vous pouvez voir un intérêt au produit et à l'usage pour les seniors. Bah, typiquement, bon, là, on prenait l'appel appel maman, mais ça peut être appel Carole ou appel sa fille. Bon, ça sous-entend que, par exemple, pour faire typiquement des appels en duo, eh ben, quand on dit appel maman, il faut que maman elle soit répertoriée quelque part dans un répertoire avec son numéro de téléphone. Donc d'où ce que je disais avant dans les prérequis d'avoir un smartphone. C'est pareil pour les cas d'usage, répondre à l'appel, envoyer des messages. Et c'est très intuitif, ça se commande à la voix, quoi. Les choses qui peuvent être très pratiques aussi dans les cas d'usage, c'est des petits rappels, s'en servir comme réveil, ça dépend où c'est qu'il est mis dans le logement, mais s'en servir pour donner des rappels, penser à prendre des médicaments, lancer un répéteur dans 10 minutes ou une alarme dans 20 minutes. Il y a plein de cas d'usage comme ça que les gens peuvent facilement s'approprier et ils vont voir eux, chacun, quel est leur intérêt dans l'usage quotidien, quoi. On peut aller, je pense, au suivant. C'est aussi des cas d'usage. C'est tout à fait aussi les choses un petit peu ludiques qu'on peut avoir en termes de contenu multimédia. Quand on veut écouter de la musique, on veut écouter un artiste, une chanson, on veut écouter des sons relaxants, on veut écouter une radio donnée. Ça marche très bien, ça. On veut écouter RTL, Europe 1, ce que vous voulez. La commande aussi sonore qui se effectue à la voix, mais plus fort, mais moins fort. Donc il y a des choses un petit peu ludiques qui peuvent, ça peut très bien, je veux dire, démarrer comme ça, par des petites choses ludiques que les gens s'approprient le produit. C'est aussi une source de données, hein, puisque l'assistant Google, il a accès à peut-être toutes les données d'Internet. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui est très pratique quand on veut avoir de la culture, entre guillemets. On ne se souvient plus quelle est la capitale de quel pays. On veut savoir combien vaut $1 en euros à tel cours du jour. Ça peut être des choses d'information de tous les jours qu'on peut avoir. Et aussi les petits cas d'usage qu'on peut aussi envisager, c'est ce que j'appelle faire de la petite domotique, qui peuvent être assez ludiques et très sympas. Ça peut être le senior qui peut commander sa lumière à la voix, allume la lumière, éteint. Voilà, des petites choses comme ça. On pourrait même envisager faire une commande de porte ou comme ça, ouvre la porte, ferme la porte pour les gens qui ont des problèmes de mobilité. Ce sont des choses qui peuvent se mettre en place très facilement, je pense. Et oui, non, mais c'est bon. Voilà, c'est un petit peu tous les cas d'usage qu'on peut avoir sur les assistants Google. Je crois que c'est vraiment quand les gens vont commencer à les utiliser et à s'approprier les cas d'usage qui vont vraiment comprendre quel est l'intérêt, quel est l'usage qu'on peut en faire. Et dans les labs, donc on peut passer sur les cas d'usage, j'ai un petit peu fait le tour. On peut passer donc au dernier slide qui était donc les labs de l'RGPD, le lab de l'RGPD. Qui se pose un petit peu, comme M. Bouteau vous l'avez expliqué, toutes les questions sur les prérequis, sur les respects de la réglementation, de tout ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. M. Bouteau, vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur les RGPD ? Oui, donc le hasard fait que la CNIL s'est penchée sur la question des enceintes assistées donc, à qui on parle et qui répondent. Et donc, évidemment, là, les visiophones sont des enceintes assistées avec en plus un écran. Oui. Et donc, ils ont publié plusieurs documents, dont un livre blanc en octobre-novembre l'année dernière. Et donc, ils ont bien fait le tour de la question. Et donc, on est reparti de ces travaux pour justement dire qu'est-ce qui s'appliquait en fonction du cas d'usage. Parce qu'évidemment, le cas d'usage individuel au domicile, c'est pas du tout les mêmes choses que les cas d'usage dans un établissement qui héberge et qui accueille les personnes. Les responsabilités sont pas les mêmes. Sur le fait qu'on utilise ou pas des données personnelles, donc on fasse de l'usage avec données personnelles ou de l'usage avec des données collectives, c'est les horaires de l'EHPAD, c'est les photos de l'EHPAD, mais c'est pas la relation, c'est le carnet d'adresse entre guillemets de l'EHPAD, mais c'est pas ceux d'un résident, eh bien, les questions ne sont pas les mêmes. Donc, on a fait le tri. Après, il faut aussi que les appareils que l'on choisit aient leur informatique intégrée,
répondent à un certain nombre de critères. C'est-à-dire que la CNIL est quand même assez claire. Il y a des choses qui ne peuvent pas être mises en œuvre, sauf à faire un dossier complet auprès de la CNIL. D'accord ? Donc évidemment, on a vérifié point par point que les appareils dont on vous a parlé là entrent bien dans les clous de la CNIL. Et de façon à ce qu'il y ait une partie de la responsabilité qui appartient aux fournisseurs de ces services, donc ça s'appelle Amazon, ça s'appelle Google, et il y a une partie qui est votre responsabilité. Donc, on peut vous assurer qu'on a passé en revue l'ensemble des points avec des spécialistes. Vous avez donc toutes les recommandations pour que, un, vous montrez que vous avez pris en compte la question, deux, que votre responsabilité est bien bordée et que ce qui est de la responsabilité du fournisseur est également bien bordé. Et donc, ça ne vous met pas en risque d'utiliser ces équipements et de les mettre en œuvre. Voilà, c'est ça qui est important à retenir. Donc, on ne va pas passer en revue les questions qu'il faut se poser. On a des documents, avec des tableaux avec les questions. On les a mis aussi sous forme de formulaire. Si vous voulez le dérouler sous forme d'un formulaire, peu importe, c'est toujours la même information qui vous permet de vous assurer que vous êtes sans risque du point de vue du RGPD. Ouais, pour conclure, moi je voulais juste vous dire que donc, tous ces produits qui existent sur étagère, ils sont configurables assez aisément. Les labs, on a prévu, je veux dire, assez de documentation qui explique comment ils se configurent, parce que c'est un petit peu pauvre sur Internet, mais ils sont quand même assez intuitifs. Normalement, vous ne devriez pas avoir de gros soucis pour le déploiement, mais de toute façon, il y a les labs qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, effectivement, les quelques cas d'usage, enfin, les questions qu'on peut poser, qu'on vous en a montré 2 pages, là, c'est un tout petit bout de ce qu'on peut, évidemment, poser. C'est comme si vous regardiez Wikipédia. Hein, vous voyez, vous pouvez passer votre journée dans Wikipédia, enfin, plus qu'une journée, l'année sûrement. Vous pouvez déclencher de la domotique dans tous les sens. Quand il y en a, vous pouvez poser plein d'autres questions et tout un tas d'interactions qu'on n'a pas listées, parce qu'on a peut-être montré 10% des grandes interactions. Donc, il manque 90%, mais on ne voulait pas vous assommer d'exemples. Et évidemment, l'appropriation par les personnes âgées va se faire au fil de l'eau. Simplement, ce qu'on va vous fournir, c'est un petit document, une page A4 recto verso, avec quelques questions sur chaque côté de la page, qui sont les questionnements les plus, ceux qui reviennent le plus facilement au quotidien. Hein, ça permet comme ça de mettre le pied à l'étrier. Et puis quand on a pris l'habitude d'interagir, c'est comme quand c'est très difficile à qualifier exactement, mais disons que les spécialistes de l'intelligence artificielle, parce que tout ça c'est de l'intelligence artificielle, à la fois pour comprendre les paroles et les transformer en mots, parce que les paroles ne sont pas remontées du tout à l'extérieur des appareils, ils restent dans les paroles prononcées. L'onde sonore ne sort pas, donc on ne peut pas entendre votre voix. Personne dans le monde ne peut entendre votre voix, sauf si vous téléphonez ou faites une visio, évidemment. Mais si vous posez une question, votre voix n'est entendue de personne. Seul le texte prononcé est transcrit et peut servir à aller interroger le monde extérieur pour trouver la réponse. Ça, c'est un point important. D'ailleurs, la CNIL a insisté là-dessus. Donc, c'est le premier point. Vous pouvez donc les paramétrer qui parler plusieurs langues. Alors, ce n'est pas plus de 2 langues à la fois, parmi plein de langues. Il y a au moins une trentaine de langues. Et on peut avoir 2 langues simultanées. Et donc, on peut lui poser une question en français, puis après une question en allemand, par exemple, ou un dialecte allemand. Et si vous lui posez une question en français, il vous répond en français. Si vous posez une question en allemand, il répond en allemand, en anglais, etc. Et on peut changer de langue, de question en question. Donc évidemment, quand on est dans un usage collectif, on peut avoir des gens qui parlent plus facilement une langue qu'une autre.
mais en usage individuel aussi. Vous savez, sur nos territoires, il y a un certain nombre de langues qui ne sont pas le français qui sont présentes, et donc ça vous permet aussi de pouvoir vous adapter, et les personnes qui ont des maladies comme Alzheimer, etc., parfois ne se souviennent plus que des langues de leur enfance. Ils ont oublié de ce qu'ils ont appris après. Hein, c'est les souvenirs les plus profonds qui restent présents, y compris donc les langues. Et donc, ça peut être aussi pour eux, pour ces personnes, pour elles, une facilité. Ça peut aussi servir d'interprète entre autres des dizaines de langues. Donc, si vous avez des personnes qui rejoignent vos établissements et qui sont nées sous d'autres cieux, ils vont peut-être parler très peu français, voire quasiment pas. Par contre, ils vont parler très très bien, je sais pas, russe, grec, arabe, etc. Bah, l'appareil peut tout à fait faire la traduction. Donc pour l'équipe qui accompagne, ça peut être aussi une façon de communiquer plus facilement. Voilà. Donc vous voyez, il y a des usages très avancés, puis il y a des usages très basiques. Quelle heure est-il? Quel temps fait-il? Hein, voilà, la gamme est gigantesque. Donc ce qui est certain, c'est que les pilotes commencent doucement, simplement, et puis au fil du temps, en lisant les notices ou en les lisant pas, hein, parce que des fois en essai ça marche, on peut aller beaucoup beaucoup plus loin. Voilà. Je vais, avant de vous laisser la parole pour les questions, vous dire que donc pour rejoindre, pour en savoir un peu plus, on vous propose des brèves vidéos de présentation. Alors, elles sont dans le document, il suffit de cliquer dessus. Alors, je peux tenter de vous en présenter une, mais il y a des fois, on a des petites difficultés sur le son. Donc, je vais quand même faire un petit essai. Ça dure 1 minute et demie. Donc, si ce n'était pas bon, ça serait juste 1 minute et demie de désagrément. Je vais, voilà. Et je lance. N'oublie pas de lui mettre son costume. Hein. À tout à l'heure. Fais-moi un beau sourire. Sam, descends. Ok Google, passe l'aspirateur dans la cuisine. Ok Google, lance ma playlist du dîner. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien entendu, c'était visible. Vous avez vu d'ailleurs la personne à un moment donné, si vous avez vu, a fait signe avec la main. Il y a un radar aussi hein, qui fait que sans toucher l'écran et sans parler, on peut lui faire mettre en pause quelque chose, arrêter un appel, arrêter une vidéo, lui dire stop. Et donc, évidemment, ça donne des possibilités supplémentaires. Je vais revenir au diaporama. Donc, je ne vais pas vous passer les autres vidéos, mais ce sont toutes des petites vidéos. Attendez, excusez-moi. Petite vidéo qui présente aussi l'éco-show. J'ai été bipé. Je pense que quelqu'un essaie d'entrer. Ah, c'est quelqu'un qui avait été éjecté. Donc, on peut... vous aurez donc une vidéo qui présente aussi... pardon. Je vais passer à la suite. Qui présente ce qu'on appelle les Chromecast. Vous voyez, ça se met sur le port HDMI. C'est comme une petite... c'est moins gros qu'une boîte à camembert, hein, c'est tout petit.
aussi. Et on a même une télécommande pour la commander. Il y a même un bouton assistant, vous voyez, sur la télécommande, donc on peut dire ce qu'on veut voir, mais surtout on peut ne pas se servir de la télécommande et relayer directement ce qu'il y a sur le petit écran, sur le grand écran. Alors ça marche entre un visiophone et la télévision, mais ça peut marcher aussi, fonctionner entre un smartphone et la télévision, un PC et la télévision. Une fois qu'on a le cast, ça permet de faire de la duplication d'écran en quelque sorte, quel que soit l'appareil qui veut dupliquer du contenu sur cet écran. Donc le modèle qui est exposé là, il est un peu plus sophistiqué parce qu'il y a une télécommande. Il y a des modèles à 30 € sans télécommande, mais il existe aussi des télévisions de plus en plus aujourd'hui qui intègrent ces fonctions-là nativement, auquel cas il n'y a besoin de rien. La télévision sait déjà rendre ses services. Donc, décidément, à chaque fois ça démarre. Je ne vais pas vous les faire subir. Il y a une petite présentation aussi sur les Chromebooks, si vous ne connaissez pas, mais bon, c'est un micro-ordinateur avec en plus donc Android et Linux pour ceux qui le voudraient, mais c'est vraiment pour les techniciens, donc ça ne va pas forcément vous intéresser. Mais l'avantage, c'est que c'est pour les équipes, ça donne plus de facilité dans l'animation et dans la manipulation, parce qu'il y a un clavier aussi, si on veut saisir des choses, en particulier entrer de nouvelles coordonnées, le menu du jour ou je ne sais trop quelle chose, on peut le faire sur cet appareil. Mais vous pouvez faire, quand il s'agit d'alimenter les éléments d'information qui pourraient être rediffusés vers les écrans, vous pouvez le faire aussi sur un micro-ordinateur Windows dans vos services. Il n'y a pas forcément besoin du Chromebook. Et le Chromebook est aidant pour l'animation. Voilà. C'était juste pour vous dire ça. Donc, ça va encore déclencher la vidéo. Je vais passer. Donc, vous savez, dans le cadre de la convention que vous avez signée, il y avait une référence à un document qui détaille en quelque sorte, qui est un peu le cahier des charges général. Vous le retrouvez ici en ligne, sur ce lien. Il sera dans le diaporama qu'on vous envoyait. Il y a un site web qui reprend les informations et qui est mis à jour régulièrement. Je peux peut-être… quelle heure est-il ? Je ne vais pas non plus vous… Je vais vous laisser du temps pour les questions-réponses, donc je ne vais pas vous présenter le site web. Et vous aurez un formulaire qui est ici, il suffit de cliquer dessus. Et ce formulaire vous permettra de… Il y a quelques réponses à faire. Voilà, quels sont vos sujets d'intérêt? Est-ce que vous voulez rejoindre la communauté ou pas? Et puis c'est tout. Et à la réception du formulaire, en plus du diaporama, un accès à l'espace documentaire complet qui est dans le cloud pour que vous puissiez vous inscrire à des groupes de travail, lire la documentation, etc., etc., etc. Voilà un petit peu les sujets. Si vous voulez, je vais suspendre le partage, revenir à la vidéo et vous demander si vous avez des questions. Vous pouvez donc poser des questions par téléphone, par visio, en fonction, voilà, selon votre moyen de connexion. Qui se lance? Pas de questions? Tout est clair pour vous? Ça vous interpelle? Ça vous semble compliqué? Madame Poisevin? Bonjour, Monsieur Bouteau. Écoutez, non, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que demander un petit peu après, est-ce qu'il y aura des échanges au niveau des infirmières, des personnes qui sont impliquées dans l'usage de l'outil? Ça serait intéressant, oui, à un moment donné, dans quelques mois, je pense, semaines, peut-être un retour un petit peu des
les utilisateurs, de seniors, mais bon, après, il faut pouvoir être disponible et prêt à changer, mais je pense que ça pourrait être bien d'avoir un petit peu ces… Alors peut-être que les labs ont ce rôle de nous transférer ces choses-là, je pense. Effectivement, toutes les questions sont bonnes. Vous direz, nous avons là, on vous a parlé des labs qui sont plutôt les équipes qui travaillent un peu en amont et sur les. Oui, c'est ça plus. Hein, mais on va mettre en place mais il faut qu'il y ait des expérimentations en cours, plutôt ce qu'on pourrait appeler des clubs utilisateurs, plutôt en fonction des grands types d'actions conduites, donc certains sont plus orientés télésanté, télémédecine. À travers les organisations qui portent les actions, c'est-à-dire à travers une CPTS, une MSP, enfin, peu importe, une collectivité, celui qui anime une expérimentation, de façon à ce qu'ils aient un espace aussi partagé dans ces clubs, des clubs utilisateurs, pour communiquer entre eux et éventuellement faire des rencontres en visio pour échanger sur les questions qui sont posées. Et si ces questions deviennent des questions complexes, on pourra les remonter au lab aussi, pour instruire un sujet particulier. Typiquement, je ne sais pas si vous avez été associé, mais on se posait beaucoup de questions sur la santé bucco-dentaire avec la téléexpertise en dépistage amont des problèmes avec des chirurgiens dentistes. Bon, ça va être un groupe de travail dédié qu'on va mettre en place. Qui va partager, il y a beaucoup d'Arsène là, et qui va partager les expérimentations qui sont en cours sur notre territoire et dont l'idée, évidemment, c'est d'en tirer les leçons pour pouvoir généraliser à travers les organisations de terrain. On va pas réinventer la roue. C'est des éléments, je ne sais pas s'ils étaient cités explicitement dans la feuille de route télémédecine qui vient d'être signée la semaine dernière, mais de toute façon, la feuille de route, c'est de poser un cadre et les terrains sont les questions terrain et notre devoir, c'est de répondre aux questions du terrain. Donc, effectivement, il y a bien ces logiques de retour d'expérience et de questionnement au fil de l'eau, aussi à travers des clubs utilisateurs pour dialoguer avec d'autres qui portent les mêmes actions. Parce que vous avez compris que dans les labs, il n'y a pas forcément il y a des structures qui n'expérimentent pas en réalité, parce qu'ils ne sont pas hébergeurs de données de personnes âgées, ils ne prennent pas en charge au quotidien des publics au titre de la santé. Et donc, ils sont là en expertise dans les labs, mais ce n'est pas eux qui vont pouvoir faire du vrai texte, entre guillemets, du retour d'expérience sur du terrain. C'est audio. Voilà. Et le calendrier, juste Monsieur Bouteau, est-ce que par rapport au calendrier de cette action, vous allez, par rapport au déploiement des outils, des équipements notamment? Alors déjà, il faut que les conventions soient complètement mises en place. On doit être arrivé presque au bout, mais il y en a encore quelques-unes qui ne sont pas en place. Il faut qu'on verse les financements aussi, évidemment. On peut comprendre que c'est mieux d'avoir l'argent sur le compte que de ne pas l'avoir parce que chacun va dépasser ses propres commandes et va devoir payer des factures. Donc, il faut bien aussi donner les moyens. Et puis, il est prévu que, grosso modo, ça soit déployé d'ici l'automne pour qu'on ait le temps de faire des retours d'expérience d'ici la fin de l'année. Donc, disons qu'on est sur le calendrier 2021. Après, on va bien voir les difficultés du terrain. Je sais pas, on peut avoir un lieu où on se rend compte que l'accès Internet qu'on pensait suffisant n'est pas suffisant en réalité et qu'il va falloir trouver un accès de meilleure qualité. Le temps de le mettre en place, si c'est la fibre, on sera un peu en suspension pendant 6 mois. Et ça, c'est la réalité. Et donc, au lieu de se terminer en 21, on sera en 22. Bon, c'est pas grave, ça sera en 22. Mais on espère que, justement, le plus gros, vous voyez, il y a déjà des actions pilotes qui ont commencé. On va progressivement, ici, au printemps, déployer les plus avancés. Puis, je veux dire, une fois qu'on a acheté, si on parle des visiophones, ce qui est peut-être plus simple à faire qu'aller faire de la téléconsultation au domicile,
en un mois, on peut être dans une phase pilote, quoi, hein, le temps de s'approprier un peu le sujet. C'est pas les notices qui ont été rédigées, par exemple, par Jean-Christophe, en 15 minutes, vous avez déballé l'appareil et ça marche si vous aviez un réseau Wi-Fi. Si par contre, vous n'avez pas de réseau Wi-Fi, il faut d'abord déployer le réseau Wi-Fi. Le déploiement du réseau Wi-Fi, on peut être parti pour un certain temps. Hein. Vous voyez, c'est ça le fonctionnement. Merci. Tout à fait. D'autres questions, interventions? Non, ça vous semble accessible ou vous avez une petite idée de la façon dont vous allez procéder ou vous êtes encore dans l'étape où il va seulement falloir… Est-ce que vous attendez éventuellement un accompagnement plus fort sous forme d'intervention parce qu'on peut voir avec Pulsi pour mobiliser des équipes. Enfin, ça va. Je dis ça, mais c'est sans engagement parce que intervenir sur site, c'est parfois compliqué. Travailler collectivement, c'est plus simple parce que déjà, on fait tout à distance, surtout que le Covid n'est pas tout à fait derrière nous. Mais je sais qu'il y a des coopérations qui se mettent en place aussi, où il y a des entraides aussi entre acteurs, entre ceux qui ont déjà commencé et ceux qui sont en train d'arriver. Donc, il y a tout un tas de scénarios possibles. Vous avez des attentes particulières? Non? Pas de questions, pas d'attente? Monsieur Furic. Oui, Monsieur Bouteau, bonjour. J'ai acheté un Google Nest Home il y a quelque temps et même si la résidence est extrêmement bien couverte en Wi-Fi, finalement, l'usage avec des personnes en situation de handicap, c'est extrêmement compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément un langage, on va dire, élaboré pour l'assistant et l'IA qui est derrière. Voilà, donc ça, c'est vraiment un constat, en tout cas dans le secteur du handicap. Et puis, mais c'est là où ça m'intéresse, alors au niveau formation, c'est que je m'aperçois que les salariés ont tous un Facebook, un Alexa, un Google dans la poche, et que le jour où on leur met à peu près la même chose, mais pour l'usage, on va dire, professionnel, ben, finalement, plus personne ne sait l'utiliser. Donc, la bonne idée, ça serait d'avoir des webinaires de formation, 1 heure ou 2, enfin des choses comme ça qui permettent aux salariés de leur dire, ben voilà, sur tel lien, il y a une petite formation, il y a une information ou une sensibilisation à l'usage de certaines, par machine après, hein, on peut faire le Google Nest, le Echo Alexa, enfin, ce que vous voulez, mais oui. Comment une voix pour aider, et puis après, effectivement, vous, ARS, Pulsi ou un autre, comment est-ce qu'on pourrait finalement créer des groupes d'entraide ou de travail, on va dire aussi de proximité, parce que moi je me vois mal échanger avec un établissement médico-social qui serait à Troyes ou en Champagne-Ardenne, enfin voilà, donc, mais plutôt pour pouvoir aussi travailler sur des choses en local. Voilà. Très bien, merci. Effectivement, la mise en place de webinaires, on peut tout à fait le faire. Aujourd'hui, c'était un premier niveau, je dirais, présentation générale, un petit peu un tour d'horizon. Mais tout à fait, je retiens l'idée, hein, c'est de proposer des webinaires très précis sur un équipement pour la mise en œuvre, par exemple, un autre sur l'usage, avec donc des petits webinaires qu'on pourrait enregistrer d'ailleurs. Hein, ça permettrait de les remettre à disposition pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer. Et puis, effectivement, on pourra, comme je citais tout à l'heure, les clubs utilisateurs, avoir des moments de rencontre en visio où on se pose des questions, enfin, sans être dans un mode diffusion de diaporama, mais plutôt une interaction en live où on fait tel et tel test, on dit moi ça marche, je fais comme ça, comment toi tu fais, etc. Enfin des choses très concrètes, j'allais dire presque du chat, hein, pour
faciliter l'appropriation. Alors évidemment, ça n'empêche pas de se voir, surtout si on est à proximité, en espérant que le Covid nous lâche un peu. Mais en attendant, on peut tout à fait le faire de façon par visio, même si on est à 10 km l'un de l'autre. Hein. Et l'idée, c'est ça, effectivement, c'est d'avoir une communauté qui se connaisse et vous pourrez comme ça très facilement échanger. Et d'ailleurs, à travers les moyens numériques, hein, une fois qu'ils sont en place, on peut s'en servir pour aussi instruire les pratiques, les bonnes pratiques et travailler sur les petites difficultés du quotidien. L'idée, c'est effectivement, c'est que les gens se connaissent et se mettent en relation par affinité et puis se sentent libres de se contacter pour s'interroger sur les usages et les petites difficultés du quotidien et les choses qui les interrogent avant de formaliser un peu plus les questions vers le comité de projet ou vers les labs pour que ça devienne un groupe de travail qui a une thématique précise avec une ambition de produire des livrables, etc. Hein, effectivement, c'est bien ça. D'autres, merci Monsieur Furic, d'autres personnes? Non. J'ai encore une suggestion, Monsieur Bouteau. Oui, je vous en prie. Je me suis aperçu avec la crise Covid que nous avons mis en place des visios, alors avec du Skype, avec des choses comme ça, et des tablettes qui nous avaient été offertes par le département. C'est facile, où on y arrive en tout cas, côté établissement avec les usagers et avec les salariés, surtout les plus jeunes, pour mettre en place ce type de système. Par contre, là où moi, je n'ai pas de moyens, mais là où ça serait intéressant que l'ARS, pourquoi pas, fasse un appel à projet, c'est de dire finalement, qui va au domicile des parents ou des familles pour les aider. Moi, j'ai des parents qui ont des ordinateurs, mais qui n'ont toujours pas réussi à installer Skype, par exemple. Alors que ça pourrait faire partie d'un accompagnement que nous, on pourrait proposer. On connaît ces familles, on est accepté quand on va à domicile, mais globalement, moi, j'ai pas de créditant pour faire ça. Oui. C'est une gestion, hein. Non, mais c'est une très bonne question. D'ailleurs, tout à l'heure dans mon diaporama, c'était un peu long. Il y avait ce qu'on appelle les GA, avec donc des collectivités, des communautés qui vont s'appuyer sur les jeunes qui maîtrisent plus facilement ces technologies. Et pour entraider, aider les personnes utilisatrices, les personnes âgées, mais pourquoi pas les familles, effectivement. Le lien social, c'est entre deux points. Donc, s'il n'y a qu'un point qui est équipé et que l'autre point est perdu, eh bien, c'est vrai que quand on est dans un EHPAD, une personne qui a 80 ans, les enfants ont 60 ans et ils ne sont pas forcément non plus très à l'aise avec toutes ces technologies. Et rien ne s'oppose à ce que, déjà, on leur fasse bénéficier de petites vidéos YouTube pour expliquer à une famille comment on paramètre sur son PC, sur son smartphone des choses. Hein. Il y a le volet aide aux familles, on peut l'organiser de façon, je prends des notes en même temps, de façon numérique, mais pourquoi pas en proximité, si on a mis en place des relais, et ça va dépendre des organisations sur le territoire et des collectivités qui sont associées, pourquoi pas aller, pour ceux qui, malgré les aides de YouTube, etc., les petites notices qu'on pourrait leur donner, se retrouvent encore en difficulté, pourquoi pas aller jusqu'au domicile? Pourquoi pas, oui. Je veux dire, c'est une très bonne piste, vous avez raison, parce que si on équipe qu'un des deux bouts, on aura zéro résultat. Je vais prendre une victime au hasard. Madame Bondou. Pas de questions? Non, c'est bon, pas de questions. Très bien. Estelle Hall, vous qui êtes pilote, vous voulez dire quelque chose? Estelle?
Non. Monsieur Fischer? Ah, le micro aurait été ouvert et il était refermé là. Donc on ne vous entend pas. Ouais. Micro ouvert. On ne vous entend pas. Bon, tant pis. Monsieur Adé? Pas de questions? Ok. Écoutez, si vous ne souhaitez pas intervenir, ce que je vous propose, c'est de couper l'enregistrement. Je vous remercie de votre participation. On va vous envoyer, puisque vous êtes inscrit, on a vos adresses mail, on va vous envoyer donc la présentation. Dans cette présentation, quelqu'un voulait intervenir? Dans cette présentation, vous aurez donc à la fin le formulaire qui est vraiment très simple, qui vous permettra de vous faire connaître. À ce moment-là, on vous enverra en plus donc, des informations vers le site web et vers la diaporama, l'accès à l'espace documentaire qui vous permettra alors de suivre les comptes rendus des comités projets. Pourquoi pas vous inscrire comme voulant participer au comité projet. Il aurait quand même dû faire connaître avec moi. Et d'intégrer progressivement les groupes de travail. Puis si vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous verrez dans le diaporama, je vais le remettre en ligne quelques instants, il y a des contacts par mail qui sont donnés. Donc, sur vos territoires, ils peuvent servir de relais. Hein, donc, mon adresse directe à l'ARS, ou un correspondant chez Pulsi. Donc, Jonathan Lotz, c'est le nouveau directeur de Pulsi, donc bientôt sera puis notre interlocuteur pour le projet, puisqu'il a d'autres mobilisations qui l'attendent. Monsieur Terrien, donc pour les territoires de Saverne, aussi sur Imeuse, Alain Lyon, et puis vous avez ici un client qui s'appelle les participants au projet Mouna, et donc vous verrez tous les participants si vous voulez pouvoir les contacter. Voilà, c'était la dernière diapo. Merci encore, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à revenir vers nous par tout moyen, et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Parfait, merci. Merci, au revoir. Au revoir, Monsieur Bouteau. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.